Paris, lundi 7 novembre 1938. Un adolescent juif, né à Hanovre, de nationalité polonaise et résidant illégalement en France, descend du métro à la station Solferino, se rend au 78 rue de Lille et tire 5 coups de revolver sur le secrétaire d'ambassade d'Allemagne, Ernst von Rath. Sans antécédent judiciaire et ne bénéficiant d'aucune complicité, il presse la détente avec détermination, selon les témoignages de l'huissier accouru aux premières détonations. 2 balles atteignent le diplomate, une à l'abdomen faisant éclater la rate, l'autre à l'épaule droite, et 3 se logent dans les murs. Le tireur n'offre aucune résistance lors de son arrestation et de son transfert au commissariat rue de Bourgogne, puis à la prison de Fresnes. Au juge des mineurs Jean Ténière, qui l'interroge sur ses motivations, il répond « Je n'ai agi ni par haine, ni par vengeance, mais par amour pour mon père et pour mon peuple, qui subissent des souffrances inouïes. Je regrette profondément d'avoir blessé un homme, mais je n'avais pas d'autre moyen d'exprimer ma volonté. » Le 9 novembre, en début d'après-midi, le secrétaire von Rath succombe d'une hémorragie à la clinique de l'Alma, malgré les efforts conjugués du professeur Karl Brandt, médecin personnel d'Adolf Hitler, et du professeur Georg Magnus, président de la Société allemande de chirurgie, dépêché depuis Berlin. Dans les heures qui suivent, la nouvelle de cet assassinat se répand en Allemagne. Orchestrant l'émotion générale, les dignitaires nazis déclenchent le pogrom de la nuit de cristal. Quatre ans plus tard, le 20 janvier 1942, lors de la conférence de Wannsee, l'État allemand décide l'extermination systématique des Juifs d'Europe. Le jeune homme se nomme Hirschfeld Greenspan. Ses proches l'appellent Herschel. Il a 17 ans au moment des faits. « 1934. Pour compléter les revenus de son échoppe de tailleur, le père d'Herschel devient brocanteur au bord de la Leine, la rivière qui traverse Hanovre. À 13 ans, Herschel est un enfant rêveur et indiscipliné. Ses parents, accusés de laxisme par leurs voisins de la Burgstrasse, l'envoient étudier à la Yeshiva Salomon Breuer de Francfort pour qu'il prépare son départ en Palestine. Juif, son père, sa mère, sa sœur, les voisins, il fallait courber les chines. Herschel n'était qu'un enfant quand il avait commencé à demander pourquoi. Chaque fois, son père avait répliqué « Tais-toi ».
Plus tard, le garçon avait obtenu une réponse à la yeshiva, le centre d'études de la Torah. « Tu n'es pas d'ici », avait dit le rabbin. « Ni toi, ni notre peuple ne serait jamais allemand ou polonais. » Il faut partir, avant qu'il ne soit trop tard. Rentrer en Palestine. Herschel reste moins d'une année à la yeshiva. À son retour, il se déclare prêt pour le voyage. Dans l'attente d'un visa, il se rend quotidiennement à la synagogue. Les semaines, les mois, les années passent. En juillet 1936, toujours sans nouvelles de la chancellerie, le père d'Herschel contacte son frère à Paris. L'oncle répond dans les 15 jours. Il veut bien accueillir son neveu en route pour la terre promise. Tout s'accélère. L'adolescent boucle sa valise, embrasse sa famille. Le voici traversant la campagne de Basse-Saxe. Il marche vers le sud. Sa carte indique un passage pour traverser la frontière en évitant les contrôles. Herschel ne sait pas où son père se l'est procuré, ni comment il a eu vent de la filière qui doit permettre à son fils de rejoindre Paris. Il traverse la Marne à Château-Thierry, puis de nombreux villages. Il marche inlassablement en longeant les voies ferrées. Il gagne Paris. « 1975. Mon père Adli, ma mère Rosvita et moi. Nos chiens, nos chats, nos volailles et nos vaches habitions une ferme du canton de Vaud, nichée dans un greu entre le lac Léman et le Jura. Vaison Bogie. Lors de la tempête du 4 mai 1975, notre étable s'était effondrée. Nous avions pu parer au plus pressé grâce aux indemnités sans nous remettre à flot. Les récoltes ne couvraient plus le remboursement de notre crédit. Les commandements de payer s'accumulaient. Nous vivotions, mais nous n'étions pas les plus à plaindre. De nombreux petits paysans du Platé vendaient leurs terres aux coopératives et, avec la terre, leur liberté. Ils barbouillaient un X sur le toit de leur ferme pour que les banquiers qui passaient sur l'autoroute en limousine climatisée, décidant des prochaines saisies, voient les conséquences de leurs actes. Notre quotidien se dégradait, mais la foi de mes parents était vivace. Chacun priait son Dieu. Reniant mon baptême, j'avais choisi les miens dans un livre sur l'Égypte ancienne que mon père m'avait offert pour que je connaisse mes origines. Des bestioles emplumées, des mâchoires de crocodile, des cornes en forme d'arc, des femmes aux seins lourds, couvertes de serpents, ondulantes comme la voie lactée. Mon père m'avait aussi enseigné le Coran. Mahomet m'était sympathique. J'admirais les scènes de bataille du prophète, décapitant ses ennemis, identiques à celles de la bataille de Roncevaux, dont ma mère me faisait la lecture pour me ramener vers la foi chrétienne, où Roland et les chevaliers coupaient hommes et chevaux mauresques en deux
dans le sens de la hauteur. Quant à la miséricorde du prophète et à l'amour du Christ, je leur préférais la leçon équivoque des divinités pharaoniques. Leur nature hybride incarnait les contradictions qui tourmentent les adolescents. Atteint d'une maladie congénitale incurable, j'ai suivi une scolarité en dents de scie. Je vivais comme les dauphins, immergé dans la douleur en mettant parfois le nez à l'air. Durant quelques semaines, rarement quelques mois, nous faisions des projets d'avenir. Je retournais au collège, passais mes examens, et puis nous nous rendions à l'évidence. Il me serait impossible de mener une vie normale. Pourtant, je gardais espoir, car je baignais dans l'affection, et surtout, je me sentais capable de réussir ma vie. J'étais comme un point sur une feuille blanche, immobile et verrouillé, mais ce point contenait un cercle qui ne demandait qu'à s'élargir. La force qui m'emprisonnait pouvait aussi me porter. Il suffisait qu'elle s'exprime durablement. Les conseillers en orientation préconisaient mon placement en atelier protégé. J'apprendrais l'ébénisterie avec d'autres jeunes handicapés. Cette perspective me donnait la nausée. Je voulais vivre, pas survivre, devenir archéologue, pour fouiller la terre d'Égypte, retrouver mes lointains ancêtres, découvrir le tombeau de la reine Nitocris, première pharaon d'Égypte, lionne faite femme, qui noya les meurtriers de son époux lors du banquet de ses funérailles. Le 5 juin 1983, le jour de mes 17 ans, ma carte d'étudiant à l'école du Louvre à Paris me parvenait par la poste. Paris, 1938. Herschel déchire son avis d'expulsion estampillé aux armes de la République. On lui ordonne de quitter le territoire avant le 15 août. Une rafale ébranle la verrière de l'atelier de confection de son oncle. Il n'y a personne. À l'extérieur, le vent de sable redessine les boulevards. Le Sahara va et vient sur les Champs-Élysées. Herschel froisse la vie déchirée, le laisse tomber. La boule de papier rebondit, roule, puis s'immobilise dans un coin, parmi d'autres reliques, rubans, fils, cheveux, rassemblés par les courants. Herschel regarde le papier froissé, les moutons de poussière. Il sera pareil à ces rebuts que personne ne remarque. Il deviendra invisible. Dans ses vêtements trop grands, dans la ville qui flotte sur la tempête, un fantôme. Il traversera les rues
et même les murs, sans être vus, comme il a traversé l'été parisien, les yeux baissés, rivé à ses chaussures, et le printemps, l'hiver, l'année précédente. Je reste. Un point, c'est tout. Son autorisation de séjour lui a été délivrée grâce à une entorse à la loi. Son oncle est intervenu auprès d'un employé de préfecture marié à l'une de ses ouvrières. Le rond de cuir a fait une exception. Abraham, ton neveu ne s'est pas signalé. Il a des papiers. Tu veux rire? Allez, ça passe pour cette fois. Les deux hommes se sont serrés la main. Herschel n'a pas pipé mot. Tu te tiendras tranquille. Compris, mon garçon? Herschel a hoché la tête, pas desserré les mâchoires, empoché l'autorisation provisoire, à renouveler chaque mois. Vu le tampon officiel sur le bureau du type, aurait voulu l'écraser sur son front et bondir, se ruer, courir, libérer son cœur, quitter ce bureau, cette ville, cette vie, rejoindre ses parents en Allemagne, s'élancer au-devant du danger, traverser les plaines, la forêt où il avait failli être abattu, rembobiner l'histoire, annuler son départ, les derniers mois, les dernières années. Les mois passent. Il ne fait pas renouveler son autorisation de séjour. Paris, 1983. Je remontais la rue Mazarine en direction de l'Institut, saluant en passage la maison où Champollion a déchiffré les hiéroglyphes avant de traverser la Seine. J'étais fier de marcher aussi loin. En ce premier jour de cours, la passerelle des arts moutonnait à l'ombre des nuages. Dans le fond, l'île de la Cité posait une tache blanche sur le fleuve. J'étais en âge en atteignant l'école du Louvre. Partout des échafaudages, des bâches déchirées qui flottaient comme des drapeaux à prière tibétains. Plus loin, les ateliers de restauration crachaient de la poussière de plâtre. On traversait un paysage divers miniatures, puis une cour encombrée de pots de peinture, des fraisseuses, ponceuses, perceuses, des maillets et des burins attaquaient la matière, repoussaient une porte, puis une autre, un relent d'écurie, un vestibule constellé de petites annonces et un distributeur automatique assorti à l'âge du bâtiment. Les étudiants montés sur binocle en écaille papotaient tennis. Le distributeur renâclait. Il m'a volé plusieurs pièces avant de libérer un sandwich long comme le bras. Une sonnerie, un escalier, un amphithéâtre voûté au sous-sol, des bancs, du salpêtre et du froid. Personne sur l'estrade. Enfin, la lumière s'est éteinte sous les applaudissements et les sifflets. Des pattes de mouche sont apparues à l'écran.
Le premier rang a sorti ses cahiers, recopié les hiéroglyphes. J'ai tiré les chroniques de Proust du cartable en peau de vache qui m'accompagne depuis la maternelle. Devant, sur la droite, une autre étudiante était plongée dans un livre. La jeune femme s'est retournée. Elle a jeté un coup d'œil à mon livre, à mon cartable. Elle a souri. L'axe du monde s'est bloqué. Pétrifié, je me suis replongé dans les chroniques, ouvrant une page au hasard. Le soleil entrevu entrelace des fils d'or et brode des reflets noirs. Je ne crois pas aux signes. Nul besoin de signes pour tomber amoureux. Le lendemain, j'apprenais la mort de mon père. Je suis rentré en Suisse pour les funérailles. Je ne ressentais pas le choc de cette mort qui demeurait irréelle, comme l'était aussi ce qui se passait. Je n'étais pas triste. Tout cela me déplaisait. Si je t'avais rencontré dans les limbes, Marcel, à supposer que les âmes puissent migrer, nous aurions lancé le compte à rebours de nos naissances respectives et nos morts programmées. La tienne, quelque part sur les routes de France ou d'Allemagne, après la débâcle de juin 1940, à la descente d'un train pour Sachsenhausen ou sur une paillasse, ou plus tard, ailleurs, on ne sait où. Les témoignages sont contradictoires et ma propre disparition, à venir, certaine, mais aussi floue que la tienne. Si tu avais été moi, le juif polonais, si j'étais né arabe de cristal, nous aurions balancé des gadins sur le monde, conchié le sens des responsabilités et des réalités. Nos larmes auraient béni les fosses communes et nos rires maudit le Panthéon. Ils ont dit et persistent à dire que tu n'étais qu'un voyou, un vicieux. J'étais un chien, un chacal, l'un de ces mômes sans foi ni loi, prêt à mordre. Une de ces roses qui fleurissent sur le pavé, au fond des terrains vagues. Dans les prisons ou les livres de Jean Genet, grillés par leur appétit, plus libres à mesure qu'ils se trompent de combat. Trop affamés pour comprendre, trop pressés, gorgés de vie et de dégoût pour la vie. Terrorisés par la mort au point de ne désirer qu'elle. Hergel, je te cherche, je regrette ton monde, je trouve ton époque en subissant la mienne. Je te serre dans mes bras. Tu t'évapores. L'époque tire à vide sur nous qui avons scellé nos retrouvailles de chaque côté de la réalité. L'alliance des vivants et des morts, de la petite et de la grande histoire. Je voudrais me libérer. Dénouer mon écriture et me dénouer en écrivant comme on se rince le visage.
combattre corps et âme jusqu'à disparaître dans le langage pour témoigner à hauteur de ce qui est détruit. M'en tenir aux documents, photos, articles, romans, films consacrés à Herschel Greenspan. Ces archives n'attendent personne. Elles sont latentes, personnifiées. Elles expriment la plainte des victimes et des survivants de l'Holocauste, des pères et des mères, des époux, des enfants, des vieillards, aux yeux fiévreux des millions d'inconnus unis dans la mort. « 1983. Après les funérailles de mon père, j'ai regagné Paris. La ville avait perdu son charme. Je ne parvenais plus à marcher jusqu'à l'école du Louvre. J'y suis retourné 3 ou 4 fois en taxi, mais sans vraiment raccrocher. Je n'en fus pas affecté. Je ne serais pas égyptologue. Je l'avais toujours su. En quelques mois, mon héritage a fondu entre les tournées aux habitués du Conti, mon quartier général, et les parties de poker au Riverside, une boîte de nuit glauque tenue par 2 frères turcs située rue Grégoire de Tours, à 2 pas de chez moi. Un soir, porté aux aveux par les confidences alcoolisées de Fifi, ancien meneur de revue à l'Alcazar, qui menaçait de se tirer une balle si son ex-compagne ne le laissait pas voir leur enfant, j'ai annoncé que j'arrêtais mes études. Le lendemain, le père X, propriétaire du Conti, un Auvergnat bourru et compatissant, m'a payé un verre. Il m'a embauché en cuisine. J'y suis resté 2 ans. Tania, la jeune femme au livre du premier jour de classe, était l'exception à la règle qui vissait tant de paumés autour d'un comptoir. J'ai cessé de boire. Je me levais et me couchais tôt. Je reprenais des forces. Nous nous retrouvions au Conti 1 jour sur 2. Je dessinais les gens aux terrasses. Nous leur inventions des vies. En fin d'après-midi, Tania repartait. Je n'avais pas la force de l'accompagner. Je rassemblais celles que j'avais pour grimper dans ma mansarde. Et il me fallait 1 heure pour l'atteindre. Je faisais une pause par palier. Je tirais un livre de mon sac. J'en lisais un chapitre avant de repartir. Ma chambre, 9 mètres carrés, une planche sur des tréteaux, un siège, une lampe, des vêtements dans une valise, des livres, une ottomane. Je m'allongeais. Avec le deuil de mon père, j'avais fait celui de l'Égypte. La terre pharaonique laissait place à la littérature. J'ai délaissé Champollion pour le petit traité de versification française de Théodore de Banville. Lorsque je n'étais pas de service,
Je m'installais à la terrasse du Conti pour noircir des pages. Aux tables voisines, de jeunes écrivains caressaient de vieux éditeurs. Garçons élégamment rebelles, filles gracieusement catins, tendus à bout de bras des manuscrits décrivaient de grands cercles devant les baies vitrées. On aurait dit des mouettes. Et puis, il y avait le langage, sous toutes ses formes, à tout moment, partout. La nuit, entre les immeubles, une plainte alimentée à coups de gnôle sur le trottoir pendant que ça gazouillait aux terrasses des cafés. Paroles flûtées, courtisanes qui finiraient dans un livre. Remugle thoracique, plein d'eau et d'aigreur, dont personne ne soupçonnait la beauté, mais qui faisait fondre l'asphalte, zigzaguait entre les rigoles de vomi, de pisse et d'essence, jusqu'au trou par où Paris s'écoulait. J'écrivais encore et toujours le même poème, jusqu'à ressentir au fond de moi les capacités du langage qui rendaient dérisoire ce que je voulais exprimer. Ce sentiment d'impuissance, d'indignité, je l'ai cultivé. Il traduisait ce que j'avais de plus sincère. J'étais indigne de vivre, moi, si fragile, qui avait démenti les plus sombres prédictions de la médecine, alors que ni mon meilleur ami, ni mon père n'avaient eu la chance d'arpenter leur chemin jusqu'au bout. Je bouillonnais, maudissais terre et le ciel, Dieu et le diable. Il était prévu que je périsse rapidement. Esquisse d'individus voués à faire un ou deux tours de piste avant de retourner dans le grand rien. Inexplicablement, la jeune pousse avait pris racine. Au nom de quelle inversion des lois de la nature! Mes textes voulaient rétablir l'équilibre. Ils prolongeaient l'agonie de cet ami, de ce père, de l'amour vaincu par la mort. Ils étiraient l'espace et le temps pour faire éclore un lieu et quelques heures, quelques journées qui n'avaient pas existé, mais qui, utilisant la parole comme levier, ébranlaient une masse énorme, déverrouillaient l'impossible. J'inventais des histoires fragmentaires qui prenaient fin avant le terme réel des existences dont je refusais la disparition. Paris, 1938. Les cloches de l'église Saint-Eugène sonnent 7 heures. Herschel s'éveille d'un sommeil agité. Paris, 1938. Les cloches de l'église Saint-Eugène sonnent 7 heures. Herschel s'éveille d'un sommeil agité. Il descend, passe devant l'atelier, les ouvrières lèvent la tête.
Il n'y travaille plus. Avec la loi d'Aladier trop dangereux, a dit son oncle. Aussi longtemps que tu seras sans papier, je ne veux plus te voir ici. Je me rends chez Nathan Kaufmann. Nathan habite à 2 pas, à l'angle de la rue Martel et de la rue de Paradis. Il a quelques années de plus que lui. On ignore comment ces deux-là se sont rencontrés. Nathan a abandonné ses études à la Sorbonne. Il s'apprête à partir aux États-Unis. Pour payer son voyage, il est barman au Bœuf sur le Toit. Il a fait engager son ami Herschel au cabaret en tant que commis de cuisine. 2 jours plus tard, rue Martel, 6 heures du matin, on frappe. Va ouvrir, crie Abraham. Et pour l'amour du ciel, Chawash est en pyjama. On entend le heurt du verrou de l'entrée, puis la voix aiguë de Chawa. La police? Comment ça, la police? Le cœur d'Herschel s'emballe. Il s'élance dans l'escalier. Mes pieds nus font trembler les marches. Mais de manière étouffée, sans éveiller l'attention des hommes qui viennent perquisitionner la maison. Madame Greenspan, nous cherchons votre neveu. Chawa fait celle qui ne comprend pas. Quel neveu? Savez-vous combien j'ai de neveux? Comment voulez-vous que je vous dise où est mon neveu? S'il s'agit du neveu que vous cherchez. Je suis surpris par la réaction de ma tante. Elle, si discrète, se dresse en bigoudis et pantoufles devant l'État français. Je la regarde du coin de l'œil en franchissant la porte de service qui donne sur la cour. Laissez-nous passer. Écartez-vous, madame. Herschel enfile en vitesse les chaussures qu'il tient à la main. Il court, traverse la rue. Un second fourgon se gare devant la maison Albert. 4 hommes en uniforme descendent avec 2 chiens. Les passants vont et viennent, sans prêter attention aux fugitifs. La silhouette de l'oncle Abraham apparaît au loin. Il est seul. Scrute la rue, tourne les talons. Je n'ai pas avoué mon secret à Tania. Je cherche le courage de lui parler de ce camion, garé devant la brasserie du Conti. Ce soir de 1984, où j'ai pris la décision de quitter la capitale et, sous le coup de l'émotion, de ne plus jamais revenir en France. Deux impossibles. Comment trouver des mots pour raconter 2 histoires si différentes, pourtant mises en présence par le hasard? 1984. Paris. Ce camion, face au Conti, sur lequel étaient inscrites les lettres H, E, R, S, C, H, E, L. Et en dessous, entreprise de déménagement. Assis en terrasse, je tremblais. J'avais échangé ma chemise tachée de sang contre un t-shirt acheté dans l'échoppe à souvenir de la rue Grégoire de Tours. J'attendais Tania. Je lisais et relisais ce nom, Herschel, sur ce camion. Des lettres rouges sur fond blanc, comme taillées à coups de lame sur du lard. J'ouvrais, feuilletais distraitement le Parisien. Un article relatait la vie d'Herschel Greenspan, l'assassinat d'un diplomate allemand à Paris en 1938. Je reposais le journal.
le reprenait en main, le monde s'arrêtait, se remettait en marche. La vie m'envoyait un signe. J'étais incapable de le déchiffrer. Mais je n'ai cessé d'interroger ce nom surgi de nulle part qui semblait ne s'adresser qu'à moi. Herschel. D'examiner les faits, de les recouper, tant ceux qui venaient de se dérouler rue Grégoire de Tours que ceux qui avaient eu lieu à Paris en 1938. Je suis devenu écrivain pour écrire l'histoire de cette concordance. Je me résous à parler puisque cela aussi sera emporté. Quelques minutes avant mes plus longues crises, je vois distinctement, car la joie est alors mon seul besoin, des trombes d'eau s'abattre par une ouverture du plafond et dans la mer d'orage se déplacer la masse noire d'un soleil. Mon corps est un éclat de verre. Alors que j'écoute mes os se briser, je perds la vue, la parole. Les yeux tombent au fond du crâne, la langue enfle, elle sort de la bouche. Il pleut des barbelés. Suspendus à des centaines de griffes, mes mains cherchent le souvenir de leurs gestes. Je suis né sans espoir de guérison. J'ai passé mon enfance dans un lit. Les chants venaient buter contre le mur de notre maison en bordure du village. J'ai su parler à l'âge où les enfants font leurs premiers pas. Mes mots ont été mes bras et mes jambes. Ce que je ne pouvais pas accomplir moi-même, me saisir des objets, me déplacer, j'en chargeais les autres par le langage. Mais il y avait une chose à ma portée que je refusais de faire, lire. Car la voix de ma mère à mon chevet dépassait en mélodie les pauvres inflexions que j'aurais pu donner à mes propres lectures. J'ai grandi dans cette voix qui me lisait les livres que j'aimais. Couvert de fractures, j'avais toujours mal. Ma mère me lisait l'Ancien Testament pour distraire ma douleur, des histoires magnifiques de sacrifices et de batailles. Je sortais ainsi d'Égypte plusieurs fois par semaine, je traversais la mer Rouge, je voyais Pharaon englouti par les flots, la tour de Babel s'effondrer, Goliath mordre la poussière, Abraham lever son poignard, Dieu sur la montagne sculpter les tables de la loi. Ces histoires ne m'auraient pas produit un tel effet si je les avais lues moi-même. Il n'y aurait eu rien d'extraordinaire si je m'étais limité à vivre intensément les histoires qu'on me lisait, si je les avais prolongées dans mes rêves ou dans mes jeux comme le font tous les enfants, et si j'avais écrit, une fois adulte, sur la lancée des livres qui m'ont enchanté. Jules Verne, La Fontaine, Balzac, plus tard,
Lautréamont, Baudelaire, plus tard encore Rilke, Dupin, Faulkner, Steinbeck, Onetti. Ces textes ne m'ont pas seulement ouvert l'esprit, ils sont aussi devenus mon corps. Comment la littérature, toute de nuances et de faux fuyants, qui ne nous aide pas à comprendre la vie, mais à en faire notre demeure, qui nous désoriente avec bonheur, multipliant les chemins des écoliers et les occasions de faire l'école buissonnière sur la ligne droite qui mène du berceau à la tombe, aurait-elle le pouvoir de commander la matière? Je l'ignore. J'en ai fait l'expérience. Je m'en émerveille chaque jour. Mes blessures se sont raréfiées au cours des années, tandis que ma mère poursuivait ses lectures. Encore trop fragile pour affronter le monde, je restais allongé, libéré de mes plâtres, jouissant de la légèreté de mes draps, du moelleux de mes coussins et de mon édredon. Un après-midi, je m'en souviens très bien, nous venions de terminer le Grand Maulne. Je me suis redressé. J'ai senti mes jambes prêtes à me porter. Je me suis assis au bord du lit. Je me suis levé. J'étais Augustin Maulne. Grand et mystérieux au seuil de la vie. Il y avait un mystère chez cet homme, et un mystère qu'il voulait éclairer. Cette citation est tirée du premier homme, le manuscrit inachevé d'Albert Camus. Quelle force dans cette phrase! Je l'ai aimée au premier coup d'œil. Pourquoi? Je ne sais pas. Je suis né couvert de fractures. Ma mère m'a embrassé, je n'ai senti que douleur. Il se peut que je sois resté cet enfant désorienté, incapable de distinguer le bien du mal. Il se peut que je me sois attaché à Herschel Greenspan, parce que j'ai reconnu en lui un frère. Pourrais-je éclairer sa vie comme je me souviens de ma propre enfance? Produire une forme approximative, mais plus brillante que les images de l'instant présent? Herschel Greenspan, j'écris ton nom d'épais silence. Le silence abrite une histoire qu'il est possible d'entrevoir, comme le ventre d'un poisson qui brille dans la rivière. Une histoire 1000 fois racontée, usée jusqu'à la corde, maculée, rapiécée. Une histoire de victimes comme il en existe tant, qui ressemble à tant d'autres histoires, matière sous-jacente que chacun interroge quand le sol se dérobe sous ses pas. Boue que le langage ne cesse de façonner. Herschel a pris du galon au bœuf sur le toit. Il présente désormais les numéros vêtus d'un costume de page.
En cette fin d'après-midi, il quitte l'hôtel de Suez. Cela fait plusieurs semaines qu'il n'a pas mis les pieds chez son oncle. Il n'y retournera pas. Avant de s'installer à l'hôtel, il a passé quelques jours chez le secrétaire d'ambassade, Ernst vom Rath. Le diplomate l'avait invité à sa table, au cabaret, en fin de spectacle. Il lui avait offert un verre. Puis, quelques jours plus tard, une bouteille de champagne. Von Rath semblait touché par son histoire. D'une vieille famille prussienne, il était opposé à la politique d'Hitler envers les Juifs. Et sur le point d'être démis de ses fonctions. La dernière lettre du diplomate à sa mère révèle un homme révolté par la corruption de l'Allemagne. Il y raconte aussi que la vie se montrait douce envers lui durant ces temps d'épreuve, qu'il avait rencontré quelqu'un, sans préciser qui. Le lendemain et le surlendemain, le diplomate ne se rendra pas à l'ambassade. Il s'enfermera à double tour avec Herschel. Le soir, ils prendront un taxi pour Montmartre. La grande Valaïda Snow fera sonner sa trompette au moulin de la Galette. On boira, chantera, dansera. Tu verras, tout va s'arranger. Je te le promets, criera Von Rath à l'oreille d'Herschel, qui se trémoussera sur la musique, le frôlera et évoquera ainsi jusqu'à l'aurore, jusqu'au dernier coup de clairon annonçant la fin de la fête, sauf pour les amoureux, qui la poursuivront sur le chemin du retour. Et les heures suivantes, pour le plus beau jour de l'année, derrière les rideaux tirés, Paris, samedi 5 novembre 1938, rue Pierre Ier de Serbie. Une tenture de deuil en velours drape l'entrée du bœuf sur le toit. Supervisé par Jean Cocteau, les décorateurs peaufinent cette installation en l'honneur du dernier concert de Benny Carter avant son départ pour les États-Unis. Pour l'occasion, le cabaret sera transformé par ses soins dans le style macabre. Une session de rattrapage de la Toussaint. Les murs du cabaret croulent sous les instruments de torture. Vierges de fer, faux, pinces à arracher les dents ou les seins, fouet, menottes et même une guillotine, prête à raccourcir une énorme trompette aux couleurs du drapeau américain.
Je m'approche du sarcophage, couvert de paillettes, sur lequel mon nom de scène, Heinrich Angel, est peint en lettres dorées sur fond noir. Que pensez-vous de tout ça? Demande Louis Moïse, le patron, en lui posant une main sur l'épaule. Mais je bafouille une excuse. Je regrette d'avoir manqué la répétition. Ah, pas de répétition aujourd'hui. Tout est changé. Ce sont des funérailles. A-t-on déjà vu quelqu'un répéter sa mort? Le public vous trouve charmant, mon petit. Ne vous inquiétez pas, ce soir, il va vous adorer. Je rejoins les coulisses. Les bruits de la salle me parviennent, étouffés par les rideaux de scène. À quelle heure tu passes? Lui demande l'éclairagiste. 21h30. Aujourd'hui, pas de lumière, tu seras dans le noir. Le public aussi, on va leur faire la surprise. Dans le noir? Ouais. Ensuite, on rallume pour Benny Carter plein pot jusqu'à l'aube. C'est pigé? Mais alors comment les gens verront-ils ce qui se passe sur scène? That is the question. Ce soir, je ne lèverai pas le petit doigt. Ce sera au public à faire les lumières. Ces types à battre. La salle du bœuf est bondée. Les lampes de poche sont distribuées. Louis Moïse ouvre la soirée. Les lumières s'éteignent. L'orchestre de Benny Carter pousse quelques notes lugubres, mais entraînantes. Puis c'est le silence et le noir complet. Durant quelques instants, rien ne se produit. Les convives commencent à allumer leurs lampes, font apparaître les créatures du décor et les visages écarlates des convives. On entend rouler tambours. L'éclat de lumière se concentre sur la scène. Un grincement de trompette. Le sarcophage s'ouvre, te dévoilant dans ton costume de page une colombe de la paix en guise de couvre-chef. Jean Cocteau t'a alpagué avant que tu ne montes sur scène pour remplacer ton chapeau en carton par cet oiseau vivant. Il a les pattes liées par un ruban, dont les extrémités pendent sous ton menton. Les lampes de poche se braquent sur le cercueil ouvert, un éclat de rire et des bravos secouent la salle, effrayant la colombe qui se met à battre des ailes, déclenchant d'autres rires et d'autres applaudissements. Je m'avance d'un pas lent au devant du public, m'immobilise au bord de la scène, les mains jointes sur mon carton annonçant Benny et son orchestre. Aveuglé par les torches, tu baisses la tête. Ton attitude modeste contrastant avec ton corps nu et scintillant enflamme le public du bœuf. Les faisceaux courent le long de tes jambes d'adolescent, de tes hanches, de ton torse, glissent sur ton visage, tes cheveux, ton sexe. La plupart se concentrent sur tes lèvres. Tu te tournes vers la table des Allemands. Point discret dans l'obscurité. Un homme est assis là, qui détient les clés de ta liberté. Non. Ce soir, Ernst von Rath est absent. 200 lampes braquées sur ton cœur et autant de bras tendus comme des fusils. Les témoignages de Jean Cocteau et d'André Gide, familiers du bœuf sur le toit, confirment la relation entre Ernst et Herschel. Gide écrit dans les cahiers de la petite dame, on saurait de sources certaines que l'attaché d'ambassade Von Rath, qui vient d'être assassiné, avait les relations les plus intimes avec son petit juif d'assassin. De quelle nature fut l'assassinat, il n'importe. Au contraire, il importe.
Rachel, je suis avec toi, errant dans Paris, d'une porte à l'autre, d'une rue à l'autre. Tu quittes l'immeuble de Van Rath au petit matin. Un instant, la solitude, la peur n'existent plus. Ni le vertige ou la honte d'étreindre qui tu peux mal, vite, pour survivre. Une caresse, une autre, et voilà cet homme, son corps et ses promesses. Un passeport, davantage encore, pour ta bouche sur la sienne. Rachel, je te rejoins. Tu danses sur ce trottoir, sans savoir que demain déjà, tous les serments seront trahis. Tu danses. Mais d'ici quelques jours, tu seras pris de convulsions. Tu connaîtras le vertige et la honte d'avoir été utilisé, dévoré, abandonné par cet homme. Puis, la colère. La rage du chien battu, lui, toujours si doux, joueur et soumis, qui se retourne pour mordre. « 1984. Saint-Germain-des-Prés. Un type s'accoude au comptoir du Conti, sympathique, avec un accent slave. Les filles passent dans la rue en faisant voler leurs jambes. Josiane, ancien mannequin chez Chanel, mendie en terrasse. Les gens lui demandent de raconter son histoire, lui offrent des cigarettes, un verre de rouge. Le type au comptoir est russe. Attaché d'ambassade. Il te propose de prendre un verre chez lui pour trinquer avec de la vraie vodka. Il habite juste au coin, rue Grégoire de Tours. Il a une raie sur le côté, une allure de premier de la classe. Son appartement, une cathédrale. Dorure, icône, angelot, chandelier. Une valise défaite en travers du canapé, un réveil matin sur la coudoir, un cendrier sur le sol à damier noir et blanc. Le russe passe en cuisine. Tu t'assieds à la table couverte de bouteilles et de verres vides. De l'autre côté du mur, il parle fort, rit, chante. Et par les fenêtres ouvertes, on entend le brouhaha de la rue. Le russe attaque par derrière. Bloque tes bras avec les siens. Il est sur toi, il t'embrasse. Lèche ta nuque, tes joues. Il dit qu'il t'aime. Son sexe cherche ta bouche. Tu n'éprouves ni peur ni colère. Tu saisis une bouteille, la brise au bord de la table, frappe à l'aveugle. Du sang, beaucoup. Le russe se penche, tu frappes sa gorge, il tombe. Silence. Tu te lèves. Silence.
sort. Tu le laisses pour mort. Paris, Hôtel de Suez, 7 novembre 1938. Tu relis la carte que ta sœur t'a envoyée de Sbacine. Ils sont entrés à la maison. Nous n'avons pas compris ce qui nous arrivait. Nous avons été poussés dans des camions. Toute la famille. Nous nous sommes retrouvés en compagnie de milliers d'autres gens. Nous avons été transférés. Par réflexe, j'avais pris un manteau de rechange à cause de ma grippe. Je l'ai donné à une femme qui n'en avait pas. Combien de temps avons-nous roulé? Nous ne pouvions pas voir à l'extérieur. Une personne malade se vidait à mes côtés. J'ai cru que j'étais devenue folle, que j'allais me réveiller. Je n'étais pas folle. Je ne rêvais pas. Enfin, nous sommes arrivés à destination. La frontière polonaise nous barrait le chemin. Nous avons été entassés à plus de 1000 dans des porcheries abandonnées près du village de Sbacine. Si tu voyais ce que nous endurons, je ne sais pas si je dois te raconter ces choses, mais j'ai tellement peur. La nuit, nous sommes attaqués par les villageois. Ils se cachent à la lisière de la forêt, en attendant l'obscurité. En compagnie d'un autre homme qui s'appelle Piotr et qui est écrivain, papa nous a protégés. Pendant la journée, la Croix-Rouge polonaise nous apporte à manger. J'ai remis cette lettre à l'une de leurs déléguées. Les vieux, les femmes, les enfants dorment les uns sur les autres. Il y a beaucoup de malades. Les hommes jeunes sont rassemblés ailleurs. Certains tentent de fuir, de retourner en Allemagne. Ils sont abattus. Les détonations dans la nuit font aboyer les chiens. Les Polonais refusent de nous laisser passer. Nous mourrons chaque jour par centaines. Nous allons tous mourir ici. Il n'y a pas de formule d'adieu. Une initiale tremblée. Un B en forme de cœur remplit le coin droit au bas de la carte. Ta décision est prise. Tu sors. Tu ne vois rien, n'entends rien, sauf le silence de Von Rath qui te traite désormais en étranger. Sauf la plainte de Bertha, ta sœur. L'armurerie du 61 Faubourg Saint-Martin ressemble à une confiserie. Les étagères croulent sous les boîtes de munitions multicolores. Des balles de toute taille, de toute forme sont alignées sur le comptoir. Les douilles en cuivre accrochent la lumière. Des reflets grenats, cobalt, acier, dressés comme de petites fusées prêtes à prendre leur envol. L'armurier te demande ce que tu veux. Un pistolet. Je transporte des sommes d'argent pour mon oncle. Il dirige un commerce important. L'armurier ne pose aucune question. Il ouvre une vitrine. Plusieurs armes de poing sont disposées sur du velours. L'homme me regarde, hésite. Puis choisit un revolver, le pose sur la vitrine. Discret, efficace, facile à utiliser. Vous mettez les balles ici, vous pointez, vous tirez. Vous ne pouvez pas manquer votre cible. Je soupèse le revolver.
L'armurier précise qu'il n'est pas cher, 235 francs, munitions comprises. Il regagne son comptoir, attrape une boîte de cartouches de calibre 6,35 sur une étagère. Je paye, empoche le revolver, les munitions et la facture, quitte le magasin. N'oubliez pas de faire enregistrer l'arme au commissariat. Juste en face. Je passe devant le commissariat sans m'arrêter. Je prends le métro, descends à Solferino et me rends au 78 rue de Lille. À 9h45, je me présente devant l'ambassade d'Allemagne. Le planton me demande ce que je veux. Je réponds que j'ai des documents de la plus haute importance à remettre à monsieur l'ambassadeur. Allez-y. Annoncez-vous auprès de l'huissier. Je traverse la cour. Mes talons claquent sur les pavés. Un homme en livrée t'accueille dans le hall. Je répète le motif de ma visite. L'huissier hoche la tête et te précède dans l'escalier. Nous gravissons 2 étages. Toi sur ses talons. Nous atteignons un palier circulaire, des miroirs, des tableaux de chevaliers en armure. Attendez ici. On viendra vous chercher. Je prends place face à une porte fermée. Tu palpes ta veste, qui ne contient aucun document pour l'ambassadeur, mais le petit Parisien du jour annonçant un temps clair et une température de 12 degrés Celsius sur la capitale. Le journal craque sous ta peau. Je glisse ma main dans ma poche, saisis la crosse du revolver. Des voix s'élèvent, s'éloignent. Je respire. Tu serres la crosse. Je réalise que l'arme n'est pas chargée. Ton cœur s'emballe. Une pendule sonne 10 coups. Une horloge vénérable qui prend son temps pour carillonner. Je tire mon arme et les munitions de ma poche, charge le revolver, empoche le tout. Un second huissier apparaît. Il me demande de lui remettre les documents en ma possession. Tu t'élances, contourne l'huissier, traverse un vestibule, ouvre une porte. Ma cible se tient debout de dos. Une silhouette devant une fenêtre. Je lève mon arme. Tire. Ernst von Rath se retourne, s'écroule sur son bureau, dispersant les nombreux documents qui s'y trouvent. Parmi eux, un passeport Nansen, libellé au nom de Hirschfeivel Greenspan. Avant de commettre son attentat, Herschel a griffonné quelques mots sur une carte. Mes chers parents, je ne pouvais agir autrement, que Dieu me pardonne. Mon cœur saigne lorsque j'entends parler de la tragédie des 12 000 juifs. Je dois protester pour que le monde entier entende mon cri. Et cela, je suis contraint de le faire. Pardonnez-moi, Herschel. Paris, fin août 2016. J'ai lu le chapitre sur le russe à Tania ce matin. Elle n'a pas dit un mot. J'ai aussi raconté la terreur qui m'a cloué dans ma chambre durant quelques jours après avoir frappé le diplomate russe. Chaque sirène dans la rue me faisait bondir. Chaque voix dans l'escalier. J'attendais que la police se présente à ma porte. Qu'on me jette en prison. Je n'avais rien à manger. Un fond de céréales et du vinaigre. Le matin, j'avalais cette bouillie froide. Le soir, je la faisais chauffer. Je ne tenais plus debout. Je restais prostré sur mon lit avec ma peur, ma honte, ma rage, l'épaule contre le mur, dans le noir, à écouter les bruits de l'immeuble. Parfois, assommé de fatigue, je distinguais une silhouette dans l'obscurité.
Jamais je n'ai été aussi proche de Herschel. Tania et moi habitons aujourd'hui rue Mazarine, face au Conti qui a fermé ses portes. Ouais, une époque est révolue, une autre commence. N'est-il pas singulier que je sois aussi joyeux? Le meurtre d'Herschel Greenspan a déclenché la nuit de cristal, précipitant le peuple juif dans l'histoire contemporaine. Comme Moïse, meurtrier d'un contremaître égyptien qui battait un ouvrier juif, a rassemblé l'antique peuple élu. Que vienne ou que s'apaise le tumulte, il n'y a rien à pardonner. Il faut vivre davantage. Le monarque est un papillon diurne des plus communs et ne bénéficie à ce titre d'aucun statut de protection. Il se déplace dans nos régions par groupe de 4 ou 5, sans éveiller l'attention, tant sa robe orangée et noire, tachetée de blanc, fait partie du paysage. Le monarque est un rêve éveillé. Quand, après une dure journée de travail, on se laisse aller dans un hamac, il arrive qu'un nuage de papillons traverse le soir, une forme mouvante d'air et de soleil, comme une dernière proposition de la lumière. On est alors consolé de toute tristesse. Qu'on soit ou non croyant, on éprouve le lien archaïque